Bonjour à tous. Donc vous avez déjà compris que j'étais tout sauf un théoricien, puisque mon vrai métier, en fait, dans ce que vous avez très gentiment rappelé, mon vrai métier que j'ai exercé pendant une quinzaine d'années, c'est grand reporter. Donc un grand reporter, c'est exactement le contraire d'un théoricien, puisque c'est quelqu'un qui va voir si les choses sont justes et qui ne rapporte pas des idées mais des faits. Moi, je me suis toujours référé à un principe très simple, c'est que ce que je pense n'a aucune espèce d'intérêt et tout le monde s'en fout. En revanche, ce que je sais, ça peut être utile. Voilà, ça c'est le métier de journaliste de terrain. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai répondu avec plaisir à votre invitation, mais ne vous attendez pas à de grandes théories sur la langue de bois, le jargon et la désinformation. Je vais simplement, comme nous en sommes convenus, vous raconter 3 de mes expériences. Puisque, comme grand reporter, j'ai sillonné les pays socialistes, le bloc de l'Est, comme on disait à l'époque, pendant des années, de longues années, jusqu'à la chute du communisme. Et j'allais dans tous ces pays-là, et j'avais, entre autres, un appartement à Moscou, qui me permettait d'être principalement dans cette ville. Donc ça, j'ai fait surtout tout ça pour l'Express pendant un peu plus de 10 ans. Deuxième expérience, vous l'avez dit, à force de suivre le pape polonais à l'Est, que je suivais parce qu'il était polonais, pas parce qu'il était pape, mais j'ai fini par écrire plusieurs livres sur ce personnage qui a quand même marqué l'histoire contemporaine. Et depuis, je suis devenu un spécialiste des papes, ce qui est toujours un peu bizarre, mais c'est une espèce de papologue bourguignon. Et je vous raconterai 2-3 choses là-dessus. Et puis, je viens de dire bourguignon, donc j'ai été, là aussi, les hasards de la vie font que j'ai été pendant 3 ans directeur de la communication de la région Bourgogne, du conseil régional. Et évidemment, c'est une expérience qui complète assez utilement les 2 premières. Alors, première expérience qui illustre in vivo, qui illustre physiquement parfois ce précepte que vous connaissez tous: si l'un d'entre vous, un jour, fait un coup d'État, il commencera par aller investir l'immeuble de la radio et de la télévision. Tous les coups d'État dans le monde moderne, commencent par un groupe de chars qui va investir la radio et la télévision. Et quand je dis ça, c'est pas théorique, parce que moi, effectivement, j'ai assisté un jour à Moscou à une scène tout à fait étrange. C'est un groupe de chars qui va investir l'immeuble de la radio et de la télévision. Ça fait toujours un effet bœuf, quand même. Mais donc, le jour où vous prendrez le pouvoir quelque part, vous commencerez par faire ça, où que ce soit. Ce qui confirme effectivement qu'entre le pouvoir et l'information et le langage, il y a des liens extrêmement étroits, mais ça n'est pas nouveau. Tout simplement parce que tout pouvoir passe par le langage, par un certain type de langage pour communiquer avec ses sujets, avec ses administrés, avec ses citoyens, et qu'il faut bien gérer tout ça. Alors, 3 expériences. La première, donc, l'URSS est, disons, l'idéologie totalitaire, et je souligne le mot totalitaire. Deuxième expérience, le Vatican et la vérité révélée, et là c'est le mot vérité que je souligne. Et troisième expérience, le Conseil régional de Bourgogne, c'est-à-dire une démocratie pluraliste, et là c'est le mot pluraliste que je souligne. Alors l'idéologie totalitaire d'abord. Bon, le principe, il faut peut-être quand même rappeler les fondamentaux, le principe d'une idéologie totalitaire, c'est d'abord la lutte des classes. C'est-à-dire la lutte. Les classes, aujourd'hui, c'est pas le problème, mais la lutte, c'est important, parce que le rapport est immédiat. C'est un rapport de combat. C'est un rapport qui fait que une classe, le prolétariat, doit régner. C'est comme ça. Tout ce qui n'est pas avec lui est contre lui. Et ça engage tout le cadre général de ces pays-là sur le plan politique. Rappelez-vous, Lénine qui invente le principe de la forteresse assiégée, le principe même de ce qui sera l'Union soviétique, c'est la citadelle ou la forteresse assiégée, c'est-à-dire que tout ce qui est en face est ennemi. Et rappelez-vous cette formidable phrase
la plus courte de l'histoire des grandes phrases de l'histoire, celle de Staline. Je vous invite à la noter parce que celle-là, moi, je m'en sers toujours car elle est formidable. Staline avait un principe fondamental. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parle russe, 2 ou 3 personnes par vous qui parlent russe, donc ils vont comprendre tout de suite. Le principe fondamental, qui est le principe de la politique stalinienne, mais pas seulement, Kto, kavo. Qui contre qui. C'est-à-dire que toute réflexion sur le pouvoir, sur la politique ou sur la situation commençait chez Staline par qui va frapper qui veut la peau de qui va battre qui va vaincre qui. En russe, kto, kavo. On ne peut pas faire plus court, mais on ne peut pas faire plus profond. Donc la révolution qui triomphe par la force doit se maintenir par la force. Pour cela, le pouvoir, évidemment, doit être... Alors, les mots, là aussi, ont un sens, mais enfin, on dit pouvoir unique, pouvoir moniste, ça, c'est pour les spécialistes des sciences politiques. En tout cas, pouvoir totalitaire, c'est-à-dire que le monde est une totalité dans laquelle, évidemment, le langage, lui aussi, est une totalité. Cette lutte montre que c'est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que il ne s'agit pas seulement de réprimer ceux qui ne sont pas d'accord, il s'agit de faire, rappelez-vous ce mot qui est un des mots clés du XXe siècle, de la désinformation. Désinformation, ce n'est pas seulement lutter contre l'information, il s'agit bien d'une lutte, c'est quelque chose d'actif. Les outils de cette désinformation, c'est la propagande, quelque chose qui est une institution tout à fait avérée, puisqu'il y a un ministère qui s'appelle l'agite-prop, l'agitation et propagande. Et bien évidemment, la censure, sur laquelle on reviendra, parce que la censure n'est pas l'apanage du monde totalitaire. Mais il en est quand même un des outils principaux. Moi, j'ai vécu donc dans un monde où l'information était un monopole, c'est-à-dire exactement le monde qui, intellectuellement, est le contraire du mien. Le monopole, bien sûr, sur l'information, c'est assez évident, mais ce monopole englobe tout ce qui est connaissance, c'est-à-dire que le monopole, il est aussi sur l'histoire, sur la géographie, sur l'économie, et il aboutit à cette société que... Ça fonctionne ? Pardon, oui. Il aboutit à cette société qu'un communiste italien qui s'appelle Anton Siliga avait qualifié, bien avant la guerre, de le pays du mensonge déconcertant. C'était un des livres fondamentaux sur l'Union soviétique et le régime socialiste de l'époque. Ça s'appelait « Le pays du mensonge déconcertant ». Il a été traduit en français. Alors comme en français, déconcertant, ça faisait un peu bizarre, l'éditeur français a traduit « Le pays du grand mensonge ». Mais c'est un livre fondamental. Ceux qui ne l'ont pas lu et qui s'intéressent à l'histoire de l'Europe, et notamment de l'Europe communiste, lisez ce livre, c'est un livre fondamental. Et le mensonge est effectivement déconcertant parce que non seulement il porte ce qui est assez évident, sur les mots, sur la presse, il est dans les discours, il est dans les archives. Ça, c'est classique, mais il est aussi dans les chiffres, puisque le principe même d'une économie de l'époque, c'était que tous les chiffres étaient faux, tous. Il y avait les statistiques, tout ça était faux, car ça n'était pas pour informer, mais pour justifier une politique. Rappelons-nous toujours la phrase de Lénine, la morale, c'est ce qui concourt au succès de la révolution. Donc tout devait concourir au succès de la révolution, c'est-à-dire au maintien du pouvoir, c'est-à-dire que tout était faux, puisque tout était dans ce cadre-là. Mais rappelez-vous les photos aussi. Vous avez certainement vu les uns les autres, parfois, ces ouvrages ou ces informations, ou ces magazines, sur les photos retouchées. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même une des choses les plus magnifiques de l'histoire du langage. C'est-à-dire qu'on revisite le passé en retirant d'une photo un personnage qui était là et qui n'y est plus. J'avais fait ça dans l'Express un jour, on avait fait un dossier spécial là-dessus, je m'étais régalé, c'était assez formidable parce qu'on avait pris évidemment les choses les plus spectaculaires, mais c'est toujours très très impressionnant effectivement de montrer une photo où vous avez Lénine et Trotsky et qui, quand elle arrive dans un livre d'histoire, il n'y a plus Trotsky. Alors ça c'est assez classique, mais ça va très très loin puisque moi j'avais retrouvé à l'époque, par exemple sous Gorbatchev,
Alors que Gorbatchev, justement, on pensait que c'était déjà un petit peu au-delà. Il y avait des tas de photos comme ça qui étaient truquées, parce que l'institution du trucage des photos, l'administration continuait de fonctionner, bien sûr, sur Gorbatchev. Donc on continuait, avant qu'une photo passe dans la Pravda, à dire, alors attention, qu'est-ce qu'il y a de bien sur cette photo? Ouh là là, regardez, Raïssa a une bague là. Ah non, 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 pas du tout. La femme du secrétaire général ne peut pas avoir une bague. C'est pas possible, c'est impossible, un bijou. Donc, hop, le type enlevait la bague de la main. J'avais publié justement la photo de la main de Raïssa, la vraie, la fausse. Donc, jusqu'au bout, on truquait les photos, les images étaient également des mensonges. Et puis, il y avait quelque chose qui était très connu des journalistes de l'époque, c'était les cartes. Toutes les cartes étaient fausses. C'est-à-dire qu'elles étaient vraies à 90%, naturellement. Mais on n'était jamais sûr que le village qui était indiqué sur la carte n'était pas à 100 km de là. C'était le principe même de la cartographie soviétique. Si certains d'entre vous sont allés un jour à Baïkonour, Baïkonour c'est quand même un endroit, un des endroits les plus connus du monde, et j'allais dire, et au-delà, évidemment. Eh bien, Baïkonour, sur les cartes de l'Union soviétique, était à 200 km de son point normal. Parce que les cartologues et les cartographes soviétiques pensaient que du coup, ils allaient peut-être éviter justement l'arrivée d'un missile ou d'espions américains, etc. Et nous, les journalistes, moi je suis allé une fois à Baïkonour, et c'est vrai que c'est très impressionnant, parce qu'on est à 200 km de l'endroit sur la carte. Et en plus, on est dans une ville qui n'a pas de nom, qui ne figure nulle part, alors qu'elle fait quand même 10 000 habitants, qui s'appelle Leninsk, alors qui est très connue de tous ceux qui sont allés là-bas. Tous ceux qui sont allés là-bas connaissent Leninsk. Sauf que Leninsk n'était sur aucune carte. Il n'y avait pas de ville qui s'appelait Leninsk. Voilà, les cartes ne faisaient pas figurer ça. Et moi, j'ai connu aussi les pays baltes assez bien. Et dans les pays baltes, c'était tout à fait étonnant, car les pays baltes étaient considérés comme une espèce de réserve, notamment militaire pour les soviétiques. Et les cartes routières des pays baltes que j'ai utilisées, à la limite, il valait mieux pas les utiliser du tout, parce que vous étiez à peu près sûr de vous perdre, quoi. Donc voilà, le mensonge, il est là. La presse, certes, les mots, bien sûr, mais aussi les chiffres, les photos, les cartes, etc. Donc ce fameux pays du grand mensonge qu'un jour, nous sommes le 11 mars, donc un certain 11 mars 1985, arrive au pouvoir un dénommé Mikhail Gorbatchev, qui, sur le moment,